Vendredi 11 avril 2014, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendue au lycée Michelet de Vanves pour répondre aux questions d'une centaine de jeunes. Un véritable échange de plus d'une heure entre la garde des Sceaux et les élèves, avec des thèmes aussi variés que l'abstention aux élections, l'exercice du pouvoir, les lois mémorielles, le mariage pour tous, l'Europe ou encore la délinquance des mineurs. Vos questions sont toujours très libres et elles révèlent une exigence, une interrogation, une curiosité sur la société. Elles nous contraignent à nous arrêter lorsque nous voulons bien le faire, à nous arrêter et à nous interroger sur le sens de l'action, notamment pour celles et ceux d'entre nous qui sont engagés dans l'action publique. Sinon, l'action publique perd de sa raison d'être. Donc, selon vous, la machine politique est-elle suffisamment capable de se réformer pour permettre l'émergence de personnalités telles que la vôtre ? Les milieux constitués, quels qu'ils soient, sont conservateurs. Et conservateur n'est pas une injure ni une critique. Conservateur signifie simplement que tout milieu constitué veille en permanence à maintenir ses équilibres. Il faut se battre justement pour casser les représentations. Ce qui est important, c'est que je rassemble mes forces, que je tienne bon et que je me batte et que mon œuvre, mon action soit importante, qu'elle soit de qualité, qu'elle rende service aux citoyens et que par là même, elle donne de la force à celles et à ceux qui sont peut-être moins bien armés que moi pour faire face à ces agressions-là. Votre engagement en politique, il s'est fait avec une volonté de représenter le peuple. Maintenant que vous êtes en quelque sorte de l'autre côté, incarnant le pouvoir depuis bientôt 2 ans, vous ne vous sentez pas un petit peu coupé du peuple, ou du moins cette situation n'est-elle pas déroutante ? C'est pas un autre côté, parce que le pouvoir doit être au service du peuple. Sinon, il n'a pas de légitimité. Alors après, on peut analyser l'exercice du pouvoir en tant que tel, critiquer et trouver l'illustration que ça se fait contre les intérêts du peuple. Moi, je ne me sens pas du tout coupée du peuple et je veille justement à rester en contact pour entendre. Parce que le danger, par contre, dans l'exercice du pouvoir, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de règles et tellement de mécanismes qu'on peut effectivement perdre de vue l'attente des citoyens. Après ces premières questions d'ordre général sur la politique, un élève aborde la question du désintérêt et du rejet de l'Europe. Alors, vous avez été eurodéputé pendant 5 ans, mais nos citoyens, eux, ne sont peu sensibles à la vie politique de l'Union européenne. Pire que cela, ils ont souvent pris l'habitude de l'accuser de tous les maux dont ils souffrent. Une chose que l'on doit retenir, c'est que l'Europe, les institutions européennes, sont mises en place par les pays européens. Et pas seulement. Sont animés par les responsables européens. Par conséquent, lorsqu'un gouvernement français, quel qu'il soit, vous dit c'est la faute de l'Europe, ça n'est pas acceptable. Nous avons modifié, nous avons pu influencer des règlements, des textes qui étaient en cours, où nous avons réussi à introduire des textes sur des sujets qui étaient importants pour nous, par exemple l'aide juridictionnelle, en matière de libertés individuelles notamment. L'Europe tire vers le haut. En matière de protection des individus, l'Europe tire vers le haut. Alors que les élèves abordent le sujet des lois mémorielles, la garde des Sceaux prend en exemple la loi de 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité et la loi Guesso de 1971 réprimant tout acte raciste, antisémite et xénophobe. Beaucoup d'historiens sont souvent opposés aux lois mémorielles, donc ne craignez-vous pas qu'en imposant un point de vue sur un événement historique, l'État ne limite pas le travail des historiens et ne limite pas aussi la liberté d'expression? Les historiens ne sont absolument pas visés. D'ailleurs, il y a zéro, la loi date de 2001, on est 13 ans plus tard, zéro condamnation d'historiens. Zéro. Par contre, qu'est-ce que ces lois interdisent, que ce soit la loi Guesso ou la loi de 2001? Qu'est-ce qu'elles interdisent? Elles interdisent que des militants du négationnisme puissent librement et souvent dans les espaces publics, c'est-à-dire les lycées, les universités, venir propager que la Shoah n'a pas existé, que la Shoah était un détail, la traite négrière, finalement, on pourrait la poursuivre. Face à la délinquance des mineurs, la ministre a évoqué le fait qu'elle avait ouvert le chantier de l'ordonnance de 1945 qui définit la primauté de l'éducatif sur le répressif. Comment faire de l'éducation et de la justice sociale les meilleurs remparts face à la délinquance des mineurs? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que
Premièrement, que souvent, en tout cas c'est ce que nous disent les magistrats, les mineurs délinquants sont souvent des mineurs en danger aussi. Mais en tant que ministre de la Justice chargé de la protection judiciaire de la jeunesse, moi j'ai la volonté, l'ambition, effectivement, que les jeunes qui ont flanché puissent être rattrapés. Ils doivent être grondés, ils doivent être punis, ils doivent être sanctionnés, ils doivent comprendre que l'acte qu'ils ont accompli est inacceptable et que ça entraîne une sanction, mais ils doivent savoir qu'on ne les jette pas et qu'on garde confiance en eux. On ne peut pas juger un mineur comme on juge un majeur. Sinon, la vie n'a pas de sens. Si à 15 ans, on est aussi responsable qu'à 45 ans, la vie n'a pas de sens. J'ai le souci de faire en sorte que tout jeune qui a flanché, que ce soit la première ou la énième fois, nous arrivions à le rattraper. Parce que je ne veux pas m'accommoder de l'idée qu'un jeune soit perdu à 20 ans. Donc l'égalité, ça veut dire ça. Chacun d'entre nous, nous avons des talents, nous avons des ressources personnelles, nous avons des capacités que nous ignorons, que nos parents ignorent, et qui vont se révéler justement dans la vie sociale et grâce à l'accès à l'éducation et au savoir. Finalement, le dernier sujet évoqué concerne le mariage pour tous, rappelant la difficulté à faire adopter une telle loi et l'évolution récente des droits homosexuels. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe a finalement été votée il y a 1 an. Pourquoi est-ce si long de passer de la volonté des citoyens à la loi et comment fait-on bouger la société? Seulement depuis 1982 que l'homosexualité a été dépénalisée. Jusqu'en 1982, c'était considéré comme une infraction, comme un délit. À partir du moment où ils peuvent exister, ces couples, ils sont constitués de citoyens, d'individus. Il se trouve qu'ils ont le même sexe. Mais ce sont des individus, des citoyens. Et la question est de savoir s'ils conservent eux aussi la liberté de choisir librement la personne avec qui ils construisent leur vie. Et c'est à cela que répond la loi. Donc c'est un long cheminement parce que c'est un sujet difficile, c'est un sujet très sensible et que la société, elle a ses réactions. Je vous parlais tout à l'heure de tous ces corps qui résistent. Un grand merci, non seulement pour avoir pris la peine, avoir pris le temps de vous déplacer en personne aujourd'hui, mais un grand merci également et surtout pour avoir transformé ce qui aurait pu n'être qu'une simple visite de lycée en un véritable échange entre des lycéens et un membre du gouvernement. Je ne perds jamais de vue lorsque je suis face à une assistance de jeunes comme vous. Je ne perds pas de vue qu'il y a parmi vous les prochains responsables de la société. Gardez constamment à l'esprit que vous pouvez faire de votre tête, c'est-à-dire de votre esprit, une tête de proue.